Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 23 juillet 2022. On se retrouve avec un Bitcoin en léger recul de moins 2% après une semaine à plus 11 et un mois à plus 12,39. Ethereum c'était plus 45%, plus 32, il est à moins 1, respectivement à 22 800 et 1583 dollars ce matin pour les deux premières capitalisations du marché à 9h30 que j'enregistre l'émission. On a un recul qui est exactement le même sur l'intégralité du marché. On a 0x Polygon qui, suite aux bonnes nouvelles, est à 1 x 3 par rapport à son point bas, 10e place 86 centimes, est à moins 5%. On a plus 5 pour Ethereum classique qui continue de truster le top 25 et de remonter, plus 3% pour le OKB de OKX à la 16e place. Et enfin, en bas du tableau, on a Atom Cosmos qui est à la 21e place, 11 dollars, et qui clôture ce top 25. Globalement, on a Monero et Bitcoin Cash qui sont plutôt à l'équilibre. Du côté du 4 heures, donc on a topé autour de 24 300 pour l'instant. On est en train de faire le pullback bien appuyé deux fois consécutivement autour de la zone de sortie des 22 500. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que sur cette semaine prochaine, on va réussir vraiment à transformer l'essai et à aller chercher 25 000 puis 28 000 dollars? C'est là toute la question et c'est là où il va falloir quand même se montrer méfiant jusqu'à la fin de l'été, comme je vous disais, puisque on a quand même là les chiffres qui vont paraître à partir du 27 juillet par rapport au FOMC. Et petit à petit, on va avoir la confirmation de si oui ou non la politique qui a été mise en place par la Fed porte ses fruits. Et là, maintenant, on a le son de cloche aussi de l'Europe qui est en train d'arriver, puisqu'on n'avait pas eu de hausse des taux du côté de la BCE depuis des lustres, puisque ça doit remonter justement à l'époque des subprimes, donc 2007-2008, si je dis pas de bêtises. Et globalement, ça y est, l'Europe passe à l'action. On a aussi une remontée des taux, donc ça va avoir son petit effet. Est-ce que au niveau des marchés européens, ça a été mal interprété? Pas forcément, que ça soit le CAC 40, le DAX, etc. On avait une Europe qui est plutôt en ce moment relativement résiliente au niveau de son marché. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, justement, ça peut perdurer? Jusqu'à quand le bouclier qu'on avait pseudo réussi à créer, notamment en France, par rapport à l'énergie, tout ça, ça peut durer? Il y a un moment où il va falloir passer à la caisse. Il y a un moment où, comme d'habitude, c'est probablement le contribuable qui va être mis tout simplement à contribution, c'est le cas de le dire. Donc je ne sais pas jusqu'où on peut tout simplement faire fi de tout ce qui s'est déroulé d'un point de vue comme ça fondamental. Après, j'ai l'impression, comme on l'a dit souvent, que le pire est derrière nous, qu'on a eu toutes les mauvaises nouvelles qui nous sont tombées sur le pif d'un seul coup, et que là, petit à petit, et c'est pas mal retranscrit par le cours des cryptos, on voit un peu ce pins de lumière, comme je dis souvent, au bout du tunnel. Le Crypto Fear and Greed, toujours dans la peur 31, mais plus dans l'extrême peur. Le market order flow ce matin 9h30, plutôt en recherche de vente modérée, mais on est proche de la neutralité. De très belles choses se sont passées autour de l'ETHCC, donc ça y est, la conférence est finie, donc c'était 3-4 jours du côté de Paris. Il y a eu de très belles annonces et on va y venir dans un instant, avec notamment du côté de 0x Polygon Matic. Il y a Jarvis, donc la team Jarvis qui était ici sur cette photo, avec en bas à droite le CEO Pascal Talarida qu'on a reçu plusieurs fois sur la chaîne, et l'invitation est lancée. Je ne sais pas s'il passera par là, mais n'hésitez pas à lui faire remonter quand il le souhaite à la rentrée ou quoi, pour faire un gros point autour de Jarvis qui continue de se construire dans ce bear market. Grégory Raymond qui met en avant donc cette annonce, c'était l'annonce de cette ETHCC5, et donc avec 0x Polygon qui présente son layer 2 ZK Rollups entièrement compatible avec tout Ethereum. Jusqu'à présent, les ZK étaient développés spécifiquement pour chaque application, les unes par une tout simplement. Compétition passionnante avec le futur Starknet, et effectivement il y avait en même temps la conférence qui a eu lieu juste ensuite, je crois, en sortie de THCC par rapport à Starkware, Starknet. Donc on en entend beaucoup parler en ce moment. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il va y avoir la sortie d'un token avec une diluted market cap autour de 9 milliards apparemment. Ça paraît délirant pour juste une sortie. Bref, je ne sais pas du tout ce que ça va donner d'un point de vue spéculatif du coup. J'étais super intéressé justement pour me positionner sur Starknet, et je pense que je le ferai, mais par rapport on va dire à l'investissement pur, je sais pas au début si ça va être si intéressant que ça. Il faudra surveiller ça. En tout cas pour 0x Polygon, c'était assez dingue ce qui a été annoncé, et c'est probablement ce qui a été pricé en amont, puisque voilà, le x3 n'était pas sorti que du chapeau, ni juste sur l'annonce de Disney qui disait qu'il comptait tout simplement utiliser Polygon. Coins.fr, les
l'échange crypto.com et crypto custodian BitGo obtiennent réciproquement le feu vert du régulateur italien et étendent leur couverture en Europe. Willy Woo qui mettait en avant que le meilleur trade au niveau des cryptos, entre guillemets, ça n'est pas d'acheter l'incertain bottom et de vendre potentiellement le top parfait. Le but, c'est toujours de se trouver dans la fourchette médiane et d'arriver à prendre un mouvement dans sa moyenne. Donc comme ça a été répété souvent sur la chaîne, le but effectivement, c'est pas de choper le bottom parfait et c'est pour ça qu'on DCA, tout comme on sait jamais où sera le top parfait. On a quelques signaux avant-coureurs certes, mais qui tout simplement vous permettent de sortir en rentrant souvent à 20-30% plus loin que le bottom parfait et en sortant à 20-30% du top potentiel, et c'est ce delta là pendant lequel vous restez investi sur le marché crypto ou d'autres d'ailleurs qui vous permettent tout simplement d'engendrer des gains parfois conséquents. Quentin Soubran qui mettait en avant que BNP Paribas dément formellement se lancer dans la conservation de crypto-monnaies. Alors apparemment ça joue sur les mots puisque ils disent qu'ils s'intéressent aux crypto-actifs et pour le côté blockchain mais pas aux crypto-monnaies. Donc vous voyez, on en est encore là en France, c'est qu'ils n'assument pas tout simplement publiquement de dire oui on commence à se lier avec certaines entités et encore moins pour de la garde de crypto-monnaies. Par contre eux parlent de crypto-actifs et de blockchain. Donc blockchain ça commence à passer, crypto-monnaie toujours pas. Voilà où on en est d'un point de vue français. Avec Cryptost, la société russe Atomize qui bénéficie d'une licence émise par la Banque centrale de Russie va lancer un token adossé au cours du Palladium. Ce dernier a été développé en collaboration par un géant des métaux russes détenu par Vladimir Potanin. On a le fameux jeu dont je vous avais parlé il y a 3-4 jours puisqu'on n'a pas fait d'émission depuis 2 jours qui s'appelle Stray, dans lequel on incarne un chat, et il y a une personne qui a remonté à notre attention que c'est un studio français qui s'appelle Blue 12 et en plus c'est leur premier jeu. Donc finalement c'est un jeu complètement atypique qui a été salué par la presse spécialisée des jeux vidéo autant que la presse mainstream. D'ailleurs je vous ai mis un article dans Le Monde ici. Donc globalement un très bon lancement, un très bon premier coup pour Blue 12, le studio qui se trouve dans le sud. En plus je suis allé faire mes petites recherches du côté de Google. On leur souhaite le meilleur bien évidemment pour la suite et on leur tire notre chapeau. Pour ceux qui suivent l'aventure Ultiverse, vous avez le mint à partir du 25 septembre. Comme d'habitude, ça n'est pas sponsorisé. Par contre, j'ai investi sur ce projet. Donc voilà, c'est pour être totalement transparent. Je vais suivre le mint. Derrière, il y a un token qui va arriver. Après, comme d'habitude, faites vos recherches et renseignez-vous sur tel ou tel projet pour voir si ensuite vous voulez investir dessus. Comme d'habitude, moi, je sais dans quoi j'investis puisque je fais mes recherches. Je vais vous en parler un peu plus dans le détail, peut-être un thread sur Twitter, peut-être ici sur YouTube, je ne sais pas encore. Là, c'est l'été, je suis un peu en roue libre, je laisse les choses se tasser jusqu'à la rentrée. Mais globalement, c'est vrai que d'un point de vue comme ça, des projets qui se montent, on continue d'en avoir. Ce qui m'a plu ici par rapport à Ultiverse, c'est maintenant, j'agis souvent au niveau de ma due diligence, c'est-à-dire quand on fait justement nos propres recherches de savoir si la team est costaud, qui il y a derrière, etc. Là, j'ai vu le line-up qui était annoncé avec Binance et Sequoia en tant que backers. Donc, c'est pas des backers qui se positionnent sur n'importe quoi et n'importe qui. Et à partir de là, ça a éveillé ma curiosité. Et voilà, ça m'a permis tout simplement de m'intéresser à ce projet. Et j'espère bien évidemment que d'ici la rentrée fin d'année 2022, maximum début 2023, comme je dis souvent, on aura de nouveaux projets qui vont venir soutenir à nouveau cette économie qui se développera de façon galopante au niveau du marché crypto. Recto Capital qui met en avant le travail au-dessus ici de la moyenne mobile 200. Alors malheureusement pour l'instant, on est repassé légèrement en dessous, mais on va voir ça dans quelques instants d'un point de vue de l'analyse technique. Kyongjo qui met en avant que les transferts de whales, de gros portefeuilles au niveau du BTC qui ont été mis en avant récemment par certaines personnes, c'est du transfert inter-wallet au niveau de Gemini et il y en aurait qui seraient partis du côté de Coinbase, donc pas de soucis particuliers de ce côté-là. Un sujet intéressant, pourquoi la bourse ne reflète pas l'économie, c'était Julien Flo qui avait mis ça sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir puisque ça met en perspective justement la façon dont les particuliers notamment perçoivent la bourse, avec toujours cette recherche d'efficacité et cette recherche en fait de se dire est-ce que ça vaut ça et est-ce que ça vaut tant et est-ce que c'est le juste prix
entre guillemets. Et c'est pour ça qu'une ou deux fois, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube où je disais, est-ce que le Bitcoin, c'est le juste prix? Et c'est dit de façon un peu, on va dire, moqueuse, puisqu'on ne saura jamais quel est le juste prix, mis à part le coût d'extraction d'un Bitcoin. Tout ce qui en découle derrière, mis à part son coût de création, ça ne reste que pure spéculation. Ça reste les idéaux, ça reste la liberté, ça reste la spéculation en tant que telle. Est-ce que la bourse a décidé de pricer tantôt à la hausse, justement quand il y a le halving, énormément les cryptoactifs pour derrière se retirer au moment où le risque n'est plus opportun, etc. Donc là, c'est vrai que de faire le point sur ça, j'ai trouvé ça très bien amené et ça peut vous faire prendre du recul sur justement la valorisation, puisque c'est quelque chose que j'ai entendu très très souvent, parce que quand bien même ça fait que quelques années que je suis sur le marché crypto et les marchés tout court, j'ai fait des années et des années depuis que je suis adolescent à peu près en paper trading, et notamment dans les années 2000 quand la bourse battait son plein au niveau de la bulle internet, je me créais des portefeuilles fictifs en ligne et tout simplement je regardais ça évoluer d'année en année. J'ai toujours eu cette passion en gros pour les chiffres de la bourse. Je n'y suis venu que par la crypto plus tard, c'est pour vous dire voilà comme les temps sont passés entre temps, mais globalement c'est vrai que au travers du temps, j'ai vraiment vu toujours les gens. Alors il y a le fameux PER pour la bourse traditionnelle pour pouvoir mesurer si une action est bien corrélée par rapport à la valorisation de la boîte, à ce qu'ils proposent, à leur développement, etc. Et derrière, ça peut vous permettre justement de mesurer un peu, on va dire, cette performance, mais surtout si la valorisation est en adéquation avec ce que propose la boîte. Et en fait, à partir du moment où vous avez un Tesla qui gigapump ou un Apple qui pendant 10 ans, 20 ans trust à peu près tout au niveau du marché américain et le leader incontesté et incontestable, vous avez des centaines de personnes et d'analystes qui sont tout à fait raisonnés dans leur démarche, c'est pas de la mauvaise foi, qui vous disent ouais mais c'est beaucoup trop valorisé, ça devrait pas valoir actuellement ce que ça vaut. Et malheureusement la bourse continue depuis des dizaines d'années, en tout cas pour Apple et maintenant pour Tesla, pour Amazon, pour Google, pour Microsoft, de valoriser des boîtes qui oui sont probablement déjà trop valorisées. Donc c'est quelque chose à prendre en considération autant pour la bourse traditionnelle que pour les crypto-monnaies, qu'il n'y a jamais une corrélation parfaite entre ce qu'il devrait être et ce qu'il est réellement. Alors là, je pars un peu loin, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route, mais voilà, il me semblait assez intéressant de discuter de ça. On a SBF, donc le PDG de FTX, qui est en train de racheter la moitié de la planète. Il vient de faire une proposition pour BitHub là, les derniers jours. Donc clairement, au travers de FTX US, FTX et Alameda Research, il est en train de se payer la moitié de l'écosystème crypto, j'ai l'impression. Tesla qui se serait séparé donc au second trimestre 2022 de 75% de ses bitcoins. Un rapport super complet que je vous ai poussé ici sur Twitter qui concerne bien évidemment pas que le truc des bitcoins, puisque ça c'est quelque part assez accessoire finalement dans la capitalisation de Tesla. Elon Musk se serait expliqué tout simplement en disant qu'ils avaient besoin, au vu de ce qui se passait sur la bourse traditionnelle notamment, de liquidité au cas où ça commence à coincer de tous les côtés. C'est pas pour autant qu'il lâche le Bitcoin, parce que bon, comme d'habitude il a des tournures de phrases assez incompréhensibles, mais il a dit à demi-mot que voilà, globalement là ils ont fait le dos rond, ils ont fait la tortue pour que ça passe la tempête, mais que derrière il restait premièrement exposé à 25% de tout ce qu'ils avaient acheté, et il n'a pas déclaré s'ils avaient racheté ou non, ou voilà, donc pour l'instant, on en est là. Dans tous les cas, je pense qu'au niveau du cours, on l'a vu, tout ce qui devait être purgé a été purgé. Au moment de la sortie de cette info, le lendemain, le 21 juillet, on a eu une purge de moins 5,50 sur Ethereum, moins 4 du côté de Bitcoin et jusqu'à moins 10, moins 11 du côté de Solana. Donc globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que tout ça aussi est désormais derrière nous. Je ne reviens pas dessus avec Coins.fr qui avait titré autour de ça. Le Summer Chop qui continue avec Income Charts qui nous disait que voilà, on risque de faire le yo-yo dans la buy zone qui est aussi la zone de demande tout simplement, autour de 18 à 20 000, si jamais on réintègre sous les 22 000 évidemment, puisque pour l'instant on peut toujours se projeter si jamais ce week-end on clôture au-dessus de 22 500 sur plutôt un rallye qui nous amènerait comme vous le savez autour de 28. Donc comme je vous le dis souvent, je pense qu'on mettra à minima un trimestre de plus en direction de cette rentrée automne 2022 pour poser les choses si toutefois on est en train de poser un bottom, mais je pense que la timeline est à peu près
près comme ça jusqu'à la fin d'année 2022 où justement on a besoin de voir si la poussière est en train de retomber au niveau de l'économie américaine notamment. On a les stablecoins Hidden Fees qui ont été mis en avant par un rapport de Kyung-Ju. Donc vous avez BUSD, USDC et USDT qui sont passés à la moulinette. Et aussi vous aviez un autre rapport, je ne sais plus où c'est que je l'avais peut-être passé à la dernière émission, mais ça doit être aussi dans mon fil Twitter, par rapport à tout simplement la vélocité, le PEG des stablecoins et le degré de confiance aussi. Il y avait un grand tableau et globalement c'est BUSD, le USDC, le True USD qui est très bien noté aussi et voilà, après ça se dégrade un tout petit peu mais globalement ça se tient plutôt pas mal. Fascinant de voir à quel point le secteur bouge vite avec Grégory Raymond puisque quelques semaines après l'effondrement du stablecoin UST, des nouveaux projets ambitieux font leur apparition. C'est le cas du GHO, le stablecoin de AAV, mais voici maintenant Curve qui tenterait d'attirer la liquidité. Et clairement, j'y viens dans quelques instants puisque j'ai fait un petit post hier autour de ça. Je pense que les projets en ce moment qui ont le vent en poupe au niveau de la DeFi, c'est tout ce qui peut apporter et conserver de la liquidité puisque comment fonctionne la DeFi aujourd'hui? Le but, c'est toujours d'avoir un collatéral, mais aussi d'avoir la liquidité disponible sur le marché. C'est de la guerre à la liquidité. Donc à ce jour, ils essaient de mettre en place des, comme on l'a vu sur CRV, sur Curve, les VE tokens pour avoir des trucs qui sont vestés longtemps, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je crois même sur Curve, j'ai pas vérifié récemment, mais je crois qu'ils proposaient des 3-5 ans sur les VE tokens. Et plus vous acceptez de laisser votre argent sur la table longtemps, plus vous êtes rémunéré évidemment. Donc c'est un peu le principe aussi des LKMX du côté de Elrond et du DEX de Elrond. Petit à petit, on vient à des rendements qui vont être des rendements passifs, mais pas à court terme, et où on vise plutôt 1, 2, 3, jusqu'à 5 ans. Alors 5 ans dans la crypto, ça paraît complètement ubuesque, puisque effectivement, le marché crypto n'a qu'une bonne dizaine d'années tassées au niveau du Bitcoin, et le reste est beaucoup plus jeune, la plupart. Mais c'est vrai que voilà, globalement, on est en train d'arriver à ça, la DeFi, et j'y reviens dans quelques instants. On a un top 3 qui est en train de sortir du lot. Alors je donne volontairement pas les noms immédiatement parce que je suis en train aussi de bosser sur un sujet pour potentiellement vous faire un top DeFi, vous faire un top 10 altcoin lambda pour fin de 2022 sur ce qui pourrait être intéressant pour 2023-2024. Bref, c'est en travail. Je suis en train de faire des recherches aussi assez approfondies là-dessus et pour vous proposer quelque chose qui tiendrait au moins aussi bien la route que le top qui avait été proposé le 25 décembre 2020 juste aux portes du dernier bull run. Cryptost qui mettait en avant un potentiel délit d'initié qui avait été repéré concernant la plateforme Coinbase. Cette dernière a enquêté pour identifier 3 suspects dont un de ses employés. Ce dernier a été licencié et tous les 3 ont désormais affaire à la justice américaine. C'était tout simplement les petits tokens un peu chelous des fois qui étaient listés sur Coinbase puisque pendant longtemps ils listaient vraiment que les gros trucs. Et petit à petit, c'est vrai qu'au dernier bull run, ils ont listé comme les autres plateformes, c'est pas de jeter la pierre à Coinbase, mais globalement, ils ont listé un peu tout et n'importe quoi. Et souvent, les insiders savaient et faisaient pump le cours juste avant, achetaient des grosses quantités et derrière revendaient au moment où les retails tout simplement voyaient apparaître le truc sur Coinbase. Avec Coins.fr, à l'occasion de sa keynote lors de ETHCC5 à Paris, Vitalik Buterin a dévoilé les prochaines mises à jour majeures qui attendent le réseau Ethereum. Le merge n'est qu'une étape puisque selon lui, la blockchain Ethereum dans son intégralité, dans son grand dessin, puisqu'il publie souvent, serait réalisée et finalisée qu'à 55%, donc il y a encore des années de développement, mais clairement, le merge est une étape essentielle, et surtout, il l'a dit lui-même, c'est une des plus grandes étapes qui a été réalisée, que ça soit pour Ethereum ou pour l'intégralité de tous les projets crypto à ce jour. Coins.fr qui mettait en avant que Jump Crypto, Coinbase ou encore Dragonfly Capital ont investi dans la plateforme d'échange de crypto-monnaies décentralisée Hashflow, donc encore un nouvel arrivant à surveiller puisque c'est un investissement de série A de 25 millions de dollars. Comme je vous le disais ici, il suffit d'observer comment se comporte la liquidité justement dans les protocoles, donc en premier lieu la TVL, Total Value Locked, c'est-à-dire l'argent qui est déposé et qui reste dans les protocoles.
Comment se comporte également la team? Est-ce qu'elle continue de construire? Est-ce qu'elle propose des nouvelles choses et justement des incentives pour essayer de faire en sorte que la liquidité soit toujours là? Et petit à petit, en faisant comme ça un goulot d'étranglement, vous arrivez à un top 3 qui actuellement n'est pas difficile à regarder. Vous allez voir du côté des principaux sites qui parlent de DeFi. Voilà, je pense que pour la plupart, ça paraît plutôt clair. Il y a quand même un qui récemment aussi ne paraissait pas en fait dans ce top 3, voire dans le top 5, et qui est en train petit à petit de faire des choses intéressantes. Il s'agit de Balancer avec le BAL. Comme d'habitude, je ne suis pas là pour vous dire qu'un tel va faire mieux qu'un autre ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé les derniers déroulements du côté de Balancer plutôt intéressants. Et là aussi, je prendrai le temps vraiment sur une émission dédiée, pourquoi pas avec Marc qui viendra appuyer tout ça. Et voilà, on pourra faire un truc vraiment interactif, de tout simplement parler du secteur de la DeFi pour fin 2022 et 2023 à venir, pour essayer de détecter un peu les tendances. Toujours SBF avec le CEO de FTX qui a déclaré à Bitcoin Archive que tout simplement le marché pourrait recouvrer très rapidement au niveau du marché crypto. Alors si lui le dit, pourquoi pas, mais comme je vous dis, entre rapidement et 3 à 6 mois, on a quand même pas mal de temps et de choses qui peuvent se passer entre temps. Eurosniper qui nous met en avant qu'on a fait un double bottom quasi parfait au niveau du crypto total, donc je repasserai pas moi-même dessus aujourd'hui puisqu'on en avait pas mal parlé ces temps-ci. Vous avez le grand résumé qui est proposé par Cryptost au niveau de ETHCC, et enfin on termine avec le MVRVZ Score mis en avant par Game of Trade, et on est typiquement dans la zone, la méga zone de réaccumulation long terme pour cet indicateur. Au niveau de l'analyse technique, donc c'est la bataille pour la moyenne mobile 200 qui est engagée, 22 500, on est à 22 740 ce matin. On va voir comment ça va se clôturer parce que clairement ça va se jouer à pas grand chose je pense, et ça sera un signal fort envoyé au marché si on arrive à clôturer au-dessus. Et vous voyez qu'on a un énorme creux de volume profile qui nous ramène effectivement entre 28 à 30 000 $, et notre moyenne mobile 20 hebdomadaire qui se trouve actuellement juste en dessous des 32 000 $. Le SP500, le Nasdaq qui ont clôturé légèrement dans le rouge ce vendredi, donc ils n'ont pas défendu la fin de leur séance. Ceci étant dit, quand on regarde comme ça en dézoomant un peu, là aussi le MACD est en train de fléchir, double bottom au niveau du RSI. Ça se laisse un peu mourir derrière, on n'a pas vraiment cassé la zone des 43,60 et on a la moyenne mobile 20 qui est autour de 4115 points pour le SP500. Le DeFi Perp qui continue de pousser et qui est juste sous sa zone résistante ici, il a essayé de la percer, pour l'instant ça ne passe pas, autour de 4400 points, on est à 3182 ce matin. La DeFi qui, autour de AAV, Curve, Synthetix et tous les autres, s'est payé une très belle respiration récemment. Le Gold qui a été payé sur support ici autour de 1680, donc on est revenu chercher le support long terme de mars 2021 qui avait été méché aussi en août 2021, et désormais on va voir ce qu'il va se passer du côté des métaux précieux qui ces dernières semaines malheureusement ont été plutôt voilà, dégradées, décevantes, je sais pas comment on pourrait le qualifier, mais en tout cas c'est un actif qui pour l'instant respecte ce méga range. On verra pour un peu plus tard comment ça peut se goupiller et notamment comment évolue le sujet de la macroéconomie. En tout cas on n'était pas loin de la moyenne mobile 200 pour le Gold hebdo qui est autour de 1655 et qui est en train de remonter pour jouxter très prochainement, dans la prochaine quinzaine je suppose, le gros support ici des 1675-1680 $ l'once pour le Gold. Ethereum qui est toujours plus avancé lui que Bitcoin, donc avec le merge autour du 19 septembre si tout va bien, la date est lancée. Bon, probablement qu'on va se taper un petit mois de plus, mais globalement c'est le FOMO qui est en train d'arriver ici au niveau du pré-merge, donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir une grosse poussée jusqu'en septembre pour Ethereum pour ensuite être vendu au moment de la news? Est-ce que là on a un pétard mouillé dès maintenant? Voilà, il y a autant de personnes que de théories par rapport à Ethereum. Vous connaissez la mienne, je suis super bullish sur Ethereum pour cette transition du merge et pour tout ce qu'il y aura après. Je compte toujours pas vendre mes Ethers ni à 1005, ni à 1000, ni à 800, ni à tous les prix qu'on pourrait avoir là si ça se redégradait. Dans tous les cas, les targets à court terme, vous les connaissez. Il y en a déjà une qui a été tapée ici autour de 1600 et des brouettes, et ça faisait un x2 du point bas, quasiment, pour les 880 $. On a 1820 ensuite, on a la moyenne mobile 20 autour de 2200, et ensuite on a le 0,382 autour de 2004, ce qui ferait là aussi un x2 par rapport au 1002 dont on parlait précédemment au moment où je vous avais mis ça en avant les dernières fois. On a un peu de volume qui a été exécuté, mais c'est toujours pas des volumes de folie. C'est dû notamment au fait que voilà, c'est l'été et que je pense que dans tous les cas, c'est pas en claquant des
des doigts que l'intégralité du marché crypto va se réveiller, mais en tout cas ce que j'ai vu là récemment sur les 3 dernières semaines du côté de Ethereum, au moment où on était à 880, on commençait sérieusement à transpirer et à envisager plus bas, exactement pareil que sur Bitcoin. Et comme je vous disais, c'est à partir du moment où tout le monde colle des targets complètement farfelus sur les réseaux sociaux et plus personne n'y croit, qu'en général on a la remontada, le fameux sucker rally. Ça ne veut pas dire que derrière on va pas faire un contrebalancier et se reprendre une attaque baissière, mais en tout cas ça peut potentiellement dire que oui, 880 sur Ethereum et 17 800 du côté de Bitcoin était potentiellement notre point bas, et c'est quelque chose dont on aura, on va dire, quasiment la certitude d'ici l'automne, fin d'année 2022, en fonction de ce qui se sera déroulé entre temps. La dominance Bitcoin qui est autour de 42,60, donc elle a lâché aussi pas mal de mou récemment, et il faudra se montrer méfiant à ça aussi si jamais il y a un mouvement par la suite d'ampleur autour du 27 juillet, pourquoi pas avec le FOMC, faire attention à la dominance qui pourrait remettre un petit coup du côté de BTC et repurger une énième fois les altcoins. Le DXY qui a clôturé autour de 106,54, donc la séance a été rattrapée pour l'instant. Voilà, on avait topé récemment top local autour de 109,3. On voit quand même que c'est vachement dégradé, on a de la divergence. Est-ce que enfin le dollar va retracer relativement fort pour laisser encore plus d'air à l'intégralité des autres marchés? La question est ouverte. Donc pour clôturer avec le BLX, on surveille la clôture hebdo ce dimanche, donc ça sera demain soir. On va voir comment ça va se passer pour l'entame de la semaine prochaine. Probablement une semaine mouvementée avec des résultats qui seront attendus notamment du côté des États-Unis, et finalement les résultats du Q2 là par rapport aux grandes boîtes US ont été plutôt encourageants. En fait, le marché attendait que ça soit dramatique alors que le Q2 pour les États-Unis n'a pas été si drama que ça. Donc c'est vrai que voilà, à chaque fois pour faire le balancier parfait, on va dire l'équilibre, la bonne balance entre le très négatif, le positif quand même qui continue de nous arriver, en tout cas pour le marché crypto, c'est très compliqué. Mais je pense que d'ici la rentrée automne 2022, on va voir beaucoup de choses se mettre en place. Il y a quand même le merge de Ethereum aussi qui pourrait amener ce peps un peu au marché qui nous manquait jusqu'à présent. Donc dans tous les cas, voilà, on continue sur cette ligne et je pense qu'on va avoir de très belles choses d'ici la fin d'année 2022. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon début de week-end ou début de vacances pour ceux qui sont sur la route éventuellement. Prenez votre mal en patience puisque Bison Futé a annoncé du rouge voire du noir, et pour ma part je vous retrouve probablement d'ici lundi. Très bonne journée et à plus tard. Ciao ciao.